Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo consacrée au chapitre de 3e en géographie sur l'aménagement du territoire. Alors, quand on dit aménagement du territoire, en général, il va peut-être pas vous venir quelque chose en tête, mais si vous regardez les illustrations des manuels, vous allez souvent voir cette photographie. Pour ceux qui n'ont pas reconnu ou qui ne connaissent pas, c'est la photographie du viaduc de Millau, donc qui a permis à l'autoroute du Soleil de franchir le Massif central et notamment le passage autour de Millau. Donc c'est un gigantesque viaduc très impressionnant au sud du Massif central et qui permet à l'autoroute de passer pour relayer plus facilement relier les territoires du Massif central avec le reste de la France. Donc aménagement du territoire, souvent on pense pont, voie ferrée, autoroute, et vous aurez beaucoup de photographies et d'illustrations qui vont en ce sens. On va voir que c'est vrai, mais pas uniquement, sinon ça s'appellerait simplement la modernisation du réseau routier français. Alors la notion d'aménagement, eh bien aménager en fait vous savez ce que c'est. L'aménagement vous le pratiquez depuis que vous êtes tout petit. En effet, je le sais, même si j'ai pas besoin de vous interroger à ce sujet-là, je sais que vous avez tous une chambre. Vous avez tous un espace de vie. Votre chambre peut être à vous, vous pouvez la partager ou l'avoir partagée. Quoi qu'il en soit, vous avez un endroit dans lequel vous avez aménagé un espace pour qu'il convienne à vos besoins. Alors, je prends l'exemple de votre chambre, faites une petite expérience. Demandez-vous, est-ce que votre chambre, au moment où je vous parle, elle est la même qu'il y a 3 ans, elle est la même qu'il y a 6 ans, elle est la même qu'il y a 10 ans? La réponse est évidemment non. Alors, vous allez me dire, oui, j'ai déménagé. Non, ça peut être ça, mais non, c'est pas est-ce qu'elle est la même au sens, est-ce que vous êtes dans le même endroit? Mais est-ce que les objets qui s'y trouvent, est-ce que le mobilier, est-ce que la décoration a changé? Eh bien, il y a fort à parier que oui. Pourquoi? Parce que vous avez changé et vos besoins ont changé. Et aménager en fait un espace, la notion d'aménagement, c'est tout à fait ça. C'est organiser un lieu pour qu'il corresponde à des besoins précis. Quand vous aviez 7 ans, vous n'aviez pas les mêmes besoins qu'aujourd'hui. Votre lieu, votre chambre n'était donc pas organisée de la même manière. Eh bien, c'est la même chose pour tout le territoire français, c'est ce qu'on va voir. Alors, quand on dit aménagement, je vous ai parlé de votre chambre, il faut évidemment penser toujours à la notion d'échelle. Vous, votre échelle d'aménagement, pour l'instant, c'est votre chambre. Quand vous aurez un appartement, ce sera votre appartement, une maison, votre maison, etc. Comme on est en géographie, on va essayer de réfléchir à la notion d'aménagement au niveau d'une ville. Alors là, j'ai pris une capture d'écran d'un jeu connu dans le temps, je ne sais pas si aujourd'hui ça l'est toujours. Ça s'appelle SimCity. Bon, c'est ce qu'on appelle un city builder en anglais. En gros, vous êtes le maire tout puissant d'une ville et puis vous tracez des quartiers et vous essayez de réaliser la ville parfaite. Pourquoi je prends ça? Parce que on peut remarquer que les espaces sont très organisés. C'est-à-dire que lors de cette partie-là, les maisons sont ensemble, le quartier d'affaires est ensemble. Les choses ne sont pas organisées n'importe comment. En fait, elles ne sont pas anarchiques, elles ne sont pas mélangées dans le désordre. Tout a une fonction. Cette fonction, c'est ce qu'on appelle, bon, on ne va pas faire un cours d'urbanisme ici, mais c'est ce qu'on appelle le zoning ou zonage. C'est-à-dire qu'on détermine, on donne à des zones des fonctions. Alors on en a déjà parlé quand on a vu le chapitre sur la périurbanisation, puisqu'on a vu que le travail aujourd'hui se concentrait dans les banlieues, que les logements, ceux qui n'étaient pas au cœur des métropoles, on les trouvait dans les zones périurbaines, que les grandes surfaces commerciales, elles étaient aussi dans les banlieues et à proximité des espaces de transport. Bref, les choses ne sont pas n'importe où. Alors l'aménagement, ça existe aussi. Si on prend la ville de Dinan, vous allez trouver ça, puisque dans toutes les villes, on trouvera ça à toutes les échelles. Vous prenez un quartier et vous le faites évoluer. Alors là, c'est une projection qui date d'il y a quelques années de l'actuel quartier de la Gare à Dinan. Vous n'avez pas besoin d'être déjà venu au quartier de la Gare récemment, ou il y a 10 ans, ou jamais dans votre vie, pour savoir que ici, autrefois, c'était très probablement une route, et que maintenant, c'est un espace à vélo, qu'on a végétalisé, on voit bien que c'est remis en avant, et qu'en fait, là où on avait un parking, on a planté des arbres, on a mis en place des mobilités douces, et que ça correspond aux nouveaux besoins de la ville et des habitants. Si on prend l'exemple d'une ville comme Rennes, une ville comme Rennes voit aussi se réorganiser son quartier de la Gare. Souvent, c'est les quartiers de la Gare qui font l'objet de grands investissements et de grandes transformations en termes de paysage urbain, parce que c'est des quartiers qui ont été refaits au fur et à mesure du temps pour s'adapter aux besoins des individus. Donc c'est très important d'avoir ça en tête.
que lorsqu'on adapte un quartier et qu'on le refait, il est super important que ce qu'on va construire dans ce quartier, et typiquement dans le quartier de la gare, corresponde aux nouveaux modes de vie des gens. Alors vous voyez ici par exemple au quartier de la gare à Rennes, ce qui étaient les projections, c'est-à-dire l'installation d'hôtels, de bureaux, etc. Pendant longtemps, à côté des gares, au 19e, ce qu'on trouvait, c'était des entrepôts. Pourquoi? Parce que les gares, c'était des gares de transport de marchandises. On a vu l'an dernier, dans le chapitre précédent, que le transport, maintenant, il se fait surtout par voie maritime et surtout par camion. Donc, on ne décharge pas des tonnes de marchandises depuis les trains. Par contre, la circulation de voyageurs va se développer, surtout avec la périurbanisation, puisque les gens qui prennent le train sur une courte distance, hein, ça peut être un TER, un train local, pour venir travailler en centre-ville, ben, il faut qu'ils aient accès au métro, il faut qu'ils aient accès à leur bureau, éventuellement à des hôtels s'ils arrivent pour 2-3 jours de travail. Bref, ils ont besoin de nouveaux services et de nouveaux espaces. C'est ça qu'on met à disposition. Alors on aménage à l'échelle de la ville, du département, ça va sans dire, mais aussi de la région. Alors je reprends l'exemple de mon train dans la région de Bretagne, avec la construction de la LGV. Alors la LGV, c'est la ligne à grande vitesse qui a été construite il y a quelques années et qui a réduit le temps de trajet de Paris à Rennes. Avant, c'était 2h20 et maintenant, c'est 1h25. Donc, on a gagné à peu près 1 heure de temps de trajet. Ce qui veut dire que faire Rennes-Paris met 1h30. Et donc, par ricochet, tout ce qui était en Bretagne, tout ce qu'on pouvait rejoindre depuis la ville de Rennes, eh bien, a gagné 1h30 par rapport à Paris. Puisque s'il vous faut 1h30 de moins, 1 heure de moins, pour aller de Rennes à Paris, il est évident que derrière, le trajet pour aller à Loudéac, à Dole, à Saint-Brieuc, à Guingamp ou à Quimper est réduit aussi, depuis Paris, j'entends. Donc, l'idée de l'aménagement du territoire, c'est qu'on va, à travers quelques projets forts et des projets phares, on va essayer de redynamiser un ensemble. C'est-à-dire qu'on ne refait pas que la gare de Rennes, si vous voulez, et que la ligne de train qui va à Rennes, ou la gare de Nidan, mais en fait on essaye de la connecter au reste de son territoire pour que ce qui profite à la zone qu'on aménage entraîne et profite au reste de la région, du département ou de l'espace concerné. Donc vous voyez ici les travaux de la LGV, quand c'était le cas, c'est des travaux très importants qui permettent à des trains de circuler à très grande vitesse. Alors il n'y a pas eu que la Bretagne qui a bénéficié de sa LGV, c'est-à-dire ligne à grande vitesse, mais si vous regardez bien aussi, toutes les grandes métropoles de France, quasiment, hein, pas toutes, mais celles qui sont au nord, à l'est, au sud-est, au sud-ouest et à l'ouest en ont bénéficié. L'idée, c'est de raccorder un maximum le reste du territoire à Paris, et notamment les métropoles périphériques qu'on appelle les métropoles d'équilibre. Pourquoi est-ce qu'on veut les relier comme ça? Ben, l'idée est simple. Paris étant le poumon économique de la France, ce qu'on va voir, eh bien, si Paris est dynamique et que Paris génère de la richesse et que toutes les villes qui sont bien connectées à Paris vont bénéficier de ça. C'est un peu une retombée, quoi. Imaginez un effet en cascade. De plus, ça permet aussi de mieux relier les villes à l'extérieur du pays et l'Europe. Parce qu'une fois que vous êtes à Strasbourg, c'est la frontière allemande. Lille, vous êtes à côté de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Angleterre par le train Eurostar. Idem pour Nice et l'Italie. Donc vous avez aussi des enjeux de connexion, certes des métropoles à Paris, des régions à leur métropole, mais aussi de la France au reste de l'Europe. Donc vous voyez, c'est un peu un jeu de toujours. Là, je reprends la notion de poupée russe qu'on retrouve. On aménage les échelles, seraient un petit peu les poupées des poupées russes, et chacune bénéficiant d'un aménagement, on espère qu'elle va en faire bénéficier les autres. Tout est solidaire. Alors il ne faut pas oublier une chose, c'est que dès qu'on dit aménagement, on retrouve des acteurs. Alors ça, c'est fondamental. L'acteur de l'aménagement, souvenez-vous, un acteur, c'est celui qui joue un rôle. On ne vous le redira jamais assez. C'est-à-dire qui prend part dans la décision, en gros, qui décide, qui construit, qui paye. Alors vous voyez, ce type de panneaux, en fait, vous les avez vus très fréquemment. Ça peut être devant votre école, dans la rue, devant un rond-point, sur les bords d'une autoroute, devant un bâtiment public. Il y a vraiment plein d'endroits où on les voit. Vous avez souvent le nom du projet, donc là c'est du réseau internet. Je vous renvoie aux enjeux d'aménagement du territoire dans la diagonale du vide. On avait vu ça dans les espaces de faible densité, l'idée de connecter, de mieux connecter ces espaces-là.
notamment de les connecter au réseau Internet pour qu'ils ne soient pas en décrochage. Bien là, vous avez un réseau haut débit qui va se construire. Vous avez, c'est simple, les différents acteurs. Alors voyons-les. Vous avez là les acteurs publics, c'est-à-dire l'Union européenne, l'État, puis les collectivités, là le département, la région, la commune, l'Europe, d'accord. Donc les acteurs publics, c'est simple, c'est eux qui payent. Pourquoi? Parce que c'est l'argent des impôts qui finance les projets d'intérêt général comme ceux d'aménagement du territoire. Ensuite, vous avez les acteurs privés, c'est les entreprises. Elles, c'est elles qui construisent en général l'aménagement. Alors, si vous regardez là, je vous laisse 2 secondes, essayez de repérer les différents acteurs. Bon, ils ont tous un logo, hein. Vous voyez bien ici l'État, l'Europe, le Conseil régional, la communauté d'agglomération, le CNRS qui est le Centre national de la recherche, bref. Vous avez les acteurs publics ici, ceux qui payent, c'est marqué financement, et puis les maîtres d'œuvre, ceux qui réalisent, ils sont tous là. Avec l'objectif, voilà, c'était de réaliser un labo. Donc, c'est toujours les mêmes notions qu'on voit depuis 1 an ou 2, à savoir, on vise un objectif à travers l'aménagement, on veut faire quelque chose, il y a quelqu'un qui paye, quelqu'un qui réalise, et il y a un but qui est souvent l'intérêt général. Alors, petite trace écrite, introduction, aménager un territoire. Donc, comme je vous l'ai dit, aménager, c'est organiser un lieu, et un territoire, c'est un lieu habité par les hommes. Donc, quand vous aménagez votre chambre, vous aménagez un espace où vous vivez. Si un jour vous ouvrez un restaurant, vous l'aménagerez. Si un jour vous faites du jardin, vous l'aménagerez au sens où vous allez le transformer, vous allez l'organiser. Quand on dit aménager le territoire, évidemment l'aménagement du territoire, il s'agit de la France. Donc, on aménage toujours à une échelle donnée. D'accord? Quand vous aménagez une rue dans une ville, ou quand vous refaites un quartier de la gare, ou vous construisez une autoroute ou une ligne de train, vous ne faites pas la même chose. Il faut toujours prendre en compte l'échelle et la taille. Aménager le territoire, ça signifie organiser les espaces habités en France pour les rendre plus attractifs. Donc, c'est très simple, c'est toujours cette notion d'attractivité. On veut faire qu'il n'y ait pas de zone en déclin ou que les zones qui sont en difficulté se redynamisent. Donc pour ça, il faut les rendre attractives, c'est-à-dire les mettre en place des infrastructures, c'est-à-dire des réalisations, des choses, une autoroute, le haut débit, des logements de qualité, une piscine en ville, une gare moderne, enfin on peut vraiment multiplier les exemples, des universités, bref, tout ce qui va permettre d'attirer les gens. Pourquoi? Parce que ce qui attire les entreprises et notamment et aussi les jeunes fait que le territoire peut se dynamiser. Les acteurs de l'aménagement, toujours la même chose, les acteurs publics et les acteurs privés. Les acteurs publics, c'est l'Union européenne, l'État, les collectivités locales, donc régions, départements, communes, ou les acteurs privés. Alors je vous laisse noter ça si vous ne l'avez pas déjà. Alors, on va voir maintenant les spécificités de l'aménagement en France. Le principal problème, c'est de relier Paris au reste du territoire. Vous voyez, cette carte, elle est un peu bizarre. Alors là, c'est une carte qu'on appelle en anamorphose. Alors là, vous avez bien reconnu le territoire français et son tracé. Vous voyez une série de cercles qu'on appelle concentriques là. Et normalement, vous vous dites, bon, pourquoi c'est marqué 1 heure, 2 heures, 3 heures, et pourquoi il y a une forme là, plus sombre, qui est complètement déformée, qu'on ne reconnaît pas. Eh bien, en fait, cette forme, elle vous place les villes non pas où elles sont, mais sur le territoire français par rapport à la distance vis-à-vis de Paris. Je m'explique. Rennes est ici, normalement. Elle est là où c'est marqué Quimper. Simplement, si vous prenez en termes de temps, si chaque trait franchi c'est 1 heure de distance, et bien Rennes, c'est comme si c'était là. Alors j'imagine qu'ils sont sans doute basés sur un trajet en voiture, parce qu'il y a 1 heure et demie de voiture. Donc l'idée c'est de vous montrer quelles sont les villes qui sont bien connectées à Paris. Ben, vous avez en gros les villes qui sont à moins de 2 heures, sont très bien connectées. 3 heures, vous avez même Marseille, Montpellier. Marseille qui est ici et Montpellier qui est là. Donc je ne sais pas si vous voyez à quel point la construction d'un réseau de transport moderne en train a permis de les rapprocher. Par contre, vous pouvez voir les espaces qui sont délaissés. Vous voyez que Toulouse est beaucoup plus difficile à rejoindre, Tarbes, Foix, etc. Et que la Bretagne est relativement aussi, Quimper et Brest, ne sont pas des villes si proches que ça. Mais on voit bien qu'on a une partie du territoire français qui n'est pas encore très bien connectée. Pourquoi est-ce qu'on cherche à connecter Paris au reste du pays? Eh bien, c'est parce que Paris domine le territoire.
Alors, je vous ai remis deux cartes bizarres, mes anamorphoses, mais elles illustrent ce qu'on appelle la macrocéphalie parisienne. Macrocéphale, c'est un terme grec qui veut dire la grande tête, la domination en fait. Paris est à la tête de la France et c'est comme si Paris avait une tête géante par rapport au corps français. Alors là, vous voyez les densités de population. Alors, chacun des gros ronds, vous l'identifiez automatiquement. Vous avez bien vu qu'il s'agit là des 10 principales métropoles. Mais si vous voyez Paris, il y a une densité de population énorme, puisqu'on a 20% de la population française qui habite dans la région parisienne. Quand je dis Paris, c'est la région parisienne, on est bien d'accord. Bien, vous voyez que Paris est une hyper concentration de population par rapport au reste du pays. Il n'y a aucune ville qui peut se comparer à la région parisienne, aucune aire urbaine. Même l'aire urbaine de Lyon ou de Marseille sont 4, 5, 6 fois plus petites que celles de Paris. Et là, les revenus fiscaux, c'est les impôts, la richesse. Plus c'est bleu et plus c'est gros, plus c'est riche. Il n'y a pas besoin de le dire, la richesse est concentrée en région parisienne. Alors pourquoi est-ce que Paris concentre la population et la richesse? C'est très simple, c'est là-bas qu'on trouve les grandes entreprises. Les grandes entreprises les plus dynamiques et celles qui rémunèrent le mieux sont concentrées en région parisienne. Donc comme c'est là-bas qu'est la plupart de l'emploi, il me semble qu'on a quasiment un emploi sur deux dans le tertiaire, et notamment dans les nouvelles technologies, donc dans les secteurs d'avenir, qui est créé en région parisienne. Donc, ça fait un énorme avantage pour Paris. Si vous prenez la région Île-de-France en chiffres, c'est des chiffres qui datent un petit peu, mais qui restent encore bons. Paris produit un tiers de la richesse française. On y trouve 20% de la population. Et au niveau mondial, c'est une ville qui compte. C'est-à-dire qu'en Europe, c'est le premier pôle de recherche et développement, c'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de laboratoires. Même les plus grandes concentrations de laboratoires en Allemagne ou en Angleterre ne sont pas aussi importantes. Paris, c'est un tiers de la richesse nationale, pour 20% de la population. Donc, ça fait, vous voyez bien, si ça avait été 20% de la richesse nationale, on aurait dit, voilà, les Parisiens sont peut-être aussi riches que les autres. Non, quand il y a un tiers de la richesse pour 20% de la population, un cinquième, c'est que la richesse y est beaucoup plus élevée. De plus, Paris est une ville très très bien connectée, ce qu'on appelle une métropole mondiale, puisqu'elle est reliée au reste du monde, puisqu'elle a le deuxième aéroport européen, derrière l'aéroport de Londres, qui s'appelle Roissy-Charles de Gaulle, et que vous avez 60 millions de passagers par an, ce qui en fait le septième aéroport mondial. C'est gigantesque. C'est une ville de prestige pour la culture et les événements, notamment au niveau des salons. Je pense à la mode, à l'automobile, à l'aviation, à la gastronomie et à l'agriculture. Au niveau des entreprises les plus riches, c'est la ville qui en concentre le plus. C'est la deuxième destination touristique au monde en termes de ville. Donc 14 millions de voyageurs qui viennent à Paris tous les ans. C'est une richesse énorme. Alors évidemment, c'est d'autant plus intéressant de bien relier Paris au reste de la France, parce que tout voyageur qui vient à Paris va être susceptible de visiter le reste de la France. Et il faut qu'il puisse le faire, comme ça, il va pouvoir dépenser son argent ailleurs en France. Je ne refais pas le chapitre sur les espaces touristiques, mais je vous invite à le revoir si vous voulez comprendre cette logique. À côté de ça, le secteur hôtelier s'y développe. Bref, Paris a plusieurs cartes. Elle est très peuplée, très riche. On y trouve de la richesse et du développement. C'est une ville qui compte au niveau mondial. C'est une ville attractive et très connue. Elle a un grand rayonnement et c'est une destination touristique majeure. L'aménagement, donc, c'est comment l'un des enjeux d'aménagement, c'est de relier cet énorme pôle de richesse qu'est la région parisienne. C'est très simple, la plupart de ceux qui m'écoutent en ce moment, vous qui m'écoutez, il est très probable qu'une grande majorité d'entre vous, vous alliez faire soit des études, soit travailler un jour en région parisienne. Même si vous n'êtes pas du tout né ou vous n'êtes jamais allé, c'est pas la question. C'est là-bas qu'on trouve des universités, c'est là-bas qu'il y a des emplois. Et pour vos études et votre vie professionnelle, vous irez d'abord faire les études qui vous paraissent les plus pertinentes, avant de vous demander où vous les ferez. Vous regarderez quelles sont celles qui sont les plus porteuses en termes de débouchés. Et puis, quand vous aurez du travail, vous irez là où est le travail. Et le travail, pour beaucoup d'entre vous, il sera en région parisienne au début. Alors, pour essayer d'éviter que Paris n'assèche la richesse du territoire, l'État développe ce qu'on appelle les métropoles d'équilibre. Alors, les métropoles d'équilibre, c'est simple. On fait des grands projets pour relier Paris aux 10 principales métropoles françaises, pour entraîner les aires urbaines et faire que Lyon, Rennes, Bordeaux,
Marseille, Toulouse, Strasbourg, etc., de Nantes deviennent des villes très dynamiques et que éventuellement des Parisiens qui seraient tentés d'aller s'y installer se disent bah, finalement je suis pas si loin que ça de Paris et du reste du territoire. Souvent quand on est à Paris on trouve énormément de choses en termes culturels, en termes d'emploi, etc. Et on va avoir tendance à se dire si je vais dans les régions ou dans des villes plus petites, je vais m'isoler, j'aurai accès à moins de choses. L'enjeu de bien relier Paris à ces villes, à ces métropoles françaises, c'est de bien les faire connaître et de faire que les Parisiens n'hésitent pas à venir s'y installer parce qu'ils auront la possibilité de circuler entre Paris et ces villes, même pour des raisons professionnelles. Donc on retrouve cette carte-là et on voit bien l'un des effets de l'aménagement du territoire pour ce qui est des lignes de train à grande vitesse, vous voyez, ça a été de rapprocher tout un tas de villes de Paris pour faire que la richesse et le dynamisme de Paris les entraînent. Alors l'enjeu de l'aménagement du territoire, évidemment, c'est de recréer de l'emploi et de rendre toutes les zones dynamiques. Donc lutter, permettre la réindustrialisation de certaines zones, assurer le retour de médecins dans les zones de faible densité et mettre fin un petit peu à la malédiction de la diagonale du vide dont on a déjà parlé. Comme vous le voyez, la diagonale du vide, je vous en parle, on voit bien ici qu'on a des zones entières où il y a très peu de création d'entreprises et donc d'emplois. Donc l'aménagement du territoire ne va pas se réduire évidemment au fait de construire des autoroutes. Ce n'est pas l'État simplement qui fait des routes et des voies de chemin de fer ou des aéroports. C'est aussi l'État qui, comme on l'a vu dans le chapitre sur les espaces de faible densité, installe des écoles, crée des hôpitaux, essaye de créer des pépinières d'entreprise, installe le haut débit, fait en sorte que les jeunes puissent aller s'installer dans des endroits ou créer leurs activités pour les redynamiser. Donc vous avez énormément d'enjeux. Le principal, c'est recréer l'emploi. Le vrai problème de la France depuis les années 1970, c'est la perte d'emplois industriels, c'est-à-dire qu'on a une industrie en déclin, on produit de moins en moins d'industries modernes et performantes, de produits industriels, et il faut qu'on arrive pour l'économie de demain et l'avenir de la France dans la mondialisation, il est très important qu'on arrive à reproduire à nouveau des hautes technologies pour avoir de l'emploi qui rapporte de l'argent et qui enrichissent le pays. Parce qu'on a effectivement des inégalités qui se développent et il est fondamental de lutter contre. Voilà. Je vous laisse lire cette petite trace écrite qui regroupe tout ce que je vous ai dit et la recopier si vous ne l'avez pas déjà. Je vous remercie.